Mesdames et messieurs, bonsoir. Double audience ce jeudi à la primature. Le Premier ministre, après s'être entretenu avec les acteurs gouvernementaux impliqués dans le programme national d'adressage, a reçu un groupe d'investisseurs sri-lankais en présence des membres de son cabinet pour discuter des opportunités d'investissement dans le secteur touristique. Les échos dans ce journal. À l'occasion du mois saint de Ramadan, le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Sanda Kouyaté, a partagé un repas avec les diplomates et les responsables d'institutions accréditées en Guinée. Les détails dans un court instant. Et ce mercredi, un premier contact a été établi entre le ministre des Sports et la nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de football. Ils se sont entretenus sur les sujets liés au développement de cette discipline sportive en Guinée. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, au Palais de la Colombe, le Premier ministre a ce jeudi rencontré les acteurs gouvernementaux impliqués dans le programme national d'adressage. L'objectif de cette réunion est de pouvoir lancer la phase pilote du dit programme dans la commune de Kaloum et progressivement sur l'ensemble du territoire national. Peu après cette première rencontre, le chef du gouvernement a également reçu en audience un groupe d'investisseurs sri-lankais en présence des membres de son cabinet. Adi Kamara, compte rendu. La Guinée veut poursuivre son plan d'adressage physique et numérique. Ici, le Premier ministre chef du gouvernement veut comprendre toutes les données techniques de ce projet en vue de bâtir ensemble une stratégie qui va accélérer le processus. C'est un projet qui concerne tout le pays, mais de façon progressive. Là-dessus, le protocole technique qui doit fonctionner requiert un plan fiable. Il est important de signaler qu'il y a déjà une phase pilote du programme d'adressage qui a été conduit par la présidence, le ministère de l'administration du territoire et le ministère de l'urbanisme au niveau de la cité ministérielle, ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de cette zone, l'adressage est effectif. Et l'objectif de M. le Premier ministre est qu'à terme, d'ici fin avril, qu'on puisse lancer la phase pilote pour la commune de Kaloum et progressivement l'ensemble des 13 communes de la région de Conakry et tout le pays. La question de l'adressage postal constitue un maillon fondamental pour un développement durable de notre économie. Pour une croissance absolue, nous devons aller vers cet adressage. Nous devons alors travailler en synergie pour pouvoir aboutir rapidement à des résultats. Et c'est ce qui a été discuté. Chacun de nous a présenté le niveau d'avancement, les perspectives dans son domaine. Nous devons travailler à réunir toutes les forces pour aller de l'avant. Après, le Premier ministre reçoit un groupe d'investisseurs sri-lankais introduit par le consul Anuruddha Chanaka. Ce groupe explore en Guinée des opportunités d'investissement dans les domaines du tourisme, des infrastructures, de l'industrie et du commerce. L'objectif principal, c'est avoir des projets dans les infrastructures, c'est-à-dire construction de ponts, construction des routes, des autoroutes. Le deuxième secteur où il mise, c'est le tourisme. Dans le tourisme, il veut faire des parcs de loisirs, grandir des hôtels dans les îles. Nous avons visité les îles et ça lui tient beaucoup au cœur. Le Premier ministre assure que le gouvernement travaille avec tous les investisseurs qui garantissent le bien-être de la population. Le Premier ministre, en compagnie du ministre de l'Information et de la Communication, s'est ce jeudi rendu au siège de la Haute Autorité de la Communication. Les échanges ont essentiellement porté sur la situation actuelle des médias et la pratique du métier en cette période de transition. C'était également l'occasion pour le président Boubacar Yassine Diallo de féliciter le chef du gouvernement pour sa nomination au poste de Premier ministre, avant d'exprimer la volonté de ses commissaires à maintenir un climat de paix et de stabilité en Guinée. Le président de la HAC est au micro de Ousmane Bangora. Nous avons évoqué la situation actuelle de la presse et nous nous sommes promis d'œuvrer pour que des solutions soient trouvées le plus rapidement possible et que les journalistes puissent exercer librement, en toute indépendance et en toute responsabilité, et que l'État puisse lui garantir cette liberté-là, mais avec aussi
que la presse tienne compte des impératifs de sécurité nationale pour que, comme entre les dents et la langue, le pouvoir et la presse vivent en commun. À présent, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, communiqué en application du protocole d'accord en date du 27 octobre 2023 entre le gouvernement, l'intersyndicale de l'éducation, la coordination nationale des enseignants contractuels, le collectif des professionnels de l'éducation, les ministères de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, du travail et de la fonction publique informe les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les autorités communales, les autorités éducatives et les coordinateurs régionaux et préfectoraux des enseignants contractuels que le processus d'engagement à la fonction publique locale des enseignants contractuels communaux en situation de classe se déroulera selon le chronogramme ci-après. Pour la phase de biométrie pré-enrôlement, sur le site https://recensement.fonctionpublique.gov.gn du lundi 8h à 0h au dimanche 14 avril à 23h59. Enrôlement du lundi 22 avril au dimanche 5 mai 2024 pour le concours spécifique évaluation en pratique de classe du lundi 13 au vendredi 24 mai 2024, dépouillement et analyse des résultats du samedi 25 au jeudi 30 mai 2024. Pour l'authentification des diplômes du mercredi 17 avril au vendredi 14 juin 2024. Publication de la liste des admis le vendredi 21 juin 2024. Engagement à la fonction publique locale. Signature de l'arrêté conjoint 30 juin 2024. Prise en charge effective des nouveaux fonctionnaires fin juillet 2024. Les documents à numériser pour le pré-enrôlement sont les suivants. L'attestation de prise de service dûment signée, la fiche d'identification individuelle des enseignants contractuels, une pièce d'identification, extrait de naissance sécurisé ou la carte d'identité biométrique ou le passeport, le diplôme, une photo d'identité. Par ailleurs, le gouvernement, conscient de l'effort fourni par les enseignants contractuels en situation de classe, s'engage à verser une prime d'encouragement pour ceux qui ne seront pas retenus à l'issue du processus de recrutement pour la période allant de janvier 2024 jusqu'à la fermeture des classes pour l'année scolaire 2023-2024. Faire le rappel de salaire pour ceux qui seront retenus à l'issue du processus de recrutement pour la période allant de janvier à juin 2024. Général de deuxième section, Elhaj Ibrahima Khalil Condé. Dans un autre registre, cérémonie inaugurale de la 6e législature, ce jeudi au Nigeria, une cérémonie consacrée à la présentation, à la prestation de serment et à l'élection d'un nouveau bureau pour les 5 prochaines années. La Guinée est représentée à ce rendez-vous par 6 conseillers nationaux. L'événement est présidé par le président de la République fédérale du Nigeria, en même temps président en exercice des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO. Abdoulaye Diallo est notre envoyé spécial. Abuja, la capitale du Nigeria et siège du Parlement de la CEDEAO. Comme il est de tradition, à chaque ouverture d'une législature, les parlementaires désignés par leurs pays respectifs prêtent serment. Devant le président de la République du Nigeria et celui de la commission de la CEDEAO, il s'engage à servir fidèlement les intérêts de la communauté et à ne céder à aucune pression d'un État membre ou de tout autre groupe. Parmi eux, les 6 représentants du Conseil national de la transition. Nous remercions Monsieur le Président du Conseil national de la transition et l'ensemble de nos collègues conseillers nationaux qui nous ont fait confiance en nous désignant pour venir les représenter au sein de cette institution. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Nous sommes très contents et nous rassurons vraiment nos mandats que nous ferons en sorte que les intérêts de la Guinée, mais aussi de tous les peuples de la communauté soient respectés et préservés. Cette 6e législature est l'occasion pour le Parlement de meubler le bureau qui doit diriger les destinées du Parlement de la communauté.
En rendant le tablier, le président sortant présente les défis qui attendent la nouvelle équipe. Je vous invite donc à commencer là où nous nous sommes arrêtés. Et bien que nous ayons fait avancer le Parlement dans sa mission, il existe des points sur lesquels vous devrez continuer à travailler. Nous avons par exemple des éléments tels que les diverses menaces à la démocratie, la paix, le coût de vie qui ne cesse de grimper et j'en passe. Au-delà des questions sanitaires et sécuritaires auxquelles sont confrontés certains pays d'Afrique, la région ouest-africaine se heurte à des crises qui menacent l'intégration sociale, politique et économique. Le passeport CEDEAO, la carte d'identité CEDEAO et la carte brune de la région CEDEAO auront un effet limité. Les projets et programmes de la CEDEAO qui s'évaluent à plus de 500 millions de dollars seront également affectés. Et notre ambition est de préserver l'unité et l'intégration de notre région. La balle est donc aussi bien dans votre camp que dans le mien. Permettez-moi d'insister sur la notion d'intégration régionale qui est un ingrédient important pour le développement. Nous ne pouvons nous permettre le luxe de rester passifs. Créé en 2006, le Parlement de la CEDEAO est l'Assemblée des peuples de la communauté. Ses membres sont des représentants de l'ensemble des peuples de l'espace regroupés en un organe commun de législateurs transnationaux. Les parlementaires régionaux sont chargés de promulguer des lois uniformes et des législations rigoureuses qui permettent la création d'une région sans frontières, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance. Dans l'actualité, 25 anciens combattants et veuves de la zone spéciale de Conakry et des 4 régions militaires du pays bénéficient d'une aide financière de la France. La cérémonie de remise a connu la participation du ministre de la Défense nationale, des cadres des pensions militaires et des travailleurs de l'ambassade de France en Guinée. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. C'est une délégation de l'ambassade de France en Guinée et de la direction générale de la pension militaire et des anciens combattants chez le ministre de la Défense nationale. La délégation est venue présenter les résultats des travaux effectués sur le versement de l'aide accordée aux 25 anciens combattants les plus démunis, victimes de guerre et vivres répertoriés dans la zone spéciale de Conakry et dans les 4 régions militaires du pays. J'avoue que c'est la première fois. Depuis très longtemps, cela ne s'est jamais passé. C'est sous l'ère du CNRD que cette aide aux démunis a été vraiment offerte par la France. Ce travail laborieux est le fruit d'une commission mixte guinéo-française qui a abouti aujourd'hui à la bancarisation de ces anciens combattants et blessés de guerre. Les autorités françaises saluent cette méthodologie et rassurent de leur engagement à accompagner ces soldats ayant servi sous le drapeau tricolore. Nous avons fait une commission mixte, c'est-à-dire qu'il y avait la Guinée et la France réunies pour décider ensemble à qui attribuer une aide exceptionnelle. Parce que j'insiste, ce n'est pas les pensions normales, c'est une aide qui venait en plus des pensions normales. Donc avec Monsieur le ministre, nous avons réparti cette somme entre 25 anciens combattants ou veuves de guerre qu'on estimait particulièrement nécessiteux pour cette période de Ramadan. Et donc ces personnes vont recevoir une aide exceptionnelle. Au cours de cette rencontre, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara, ministre de la Défense nationale, s'est réjoui de ce geste et remercie le peuple français pour cette reconnaissance en faveur des anciens combattants guinéens. Une commission est constituée pour procéder à la distribution de cette somme aux différents bénéficiaires. Au ministère des Affaires étrangères, une rupture collective est organisée par le chef de la diplomatie guinéenne. Dr Maurice Anda Kouyaté a ce mercredi invité l'ensemble du corps diplomatique et institutions accréditées en Guinée autour d'un repas. Le geste est apprécié par les invités. Moussa Bangora, Makemedozo. À 18h déjà, l'équipe de la chef de cabinet du ministère des Affaires étrangères procède aux dernières retouches. La mise en place est faite et les places attribuées. Il est 19h06, heure de la rupture du jeûne. Après la prière, le corps diplomatique est installé et partage les mains avec le chef de la diplomatie guinéenne. C'est une tradition reconnue par le ministère des Affaires étrangères qui l'organise chaque année
Et on remercie son Excellence, Monsieur le ministre, de nous avoir invités de nouveau, tous les chefs de mission diplomatiques et d'organisations internationales et d'associations internationales. C'est vraiment un plaisir pour nous, spécifiquement le Rwanda, d'être parmi les invités ce soir, afin de témoigner notre solidarité à nos frères musulmans de la Guinée, qui est une des façons de témoigner ce partage et aussi de nouer les bonnes relations que nous avons avec la Guinée. Cette rupture collective vient renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Guinée et le reste du monde. Je dois commencer par remercier le ministre des Affaires étrangères qui a institué cette bonne tradition. Nous étions ici l'année dernière et cette année encore. Alors, ça témoigne de la bonne ambiance qu'il y a entre le corps diplomatique et les institutions et organisations internationales et le ministère des Affaires étrangères. C'est une bonne tradition car nous avons la possibilité de se connaître de plus, d'échanger des points de vue dans tel ou tel problème sans protocole. En plus, c'est une belle tradition diplomatique aussi d'organiser des réceptions diplomatiques. Loin des bureaux, cette soirée offre à l'équipe de Dr Maurice Anda Kouyaté et aux ambassadeurs un cadre convivial d'échange autour de repas africains. Nous sommes partenaires de longtemps, pour plus de 60 ans. Mais nous avons beaucoup de programmes, spécialement dans la santé publique, avec la transition, avec la croissance économique. Et je crois qu'en quelques semaines, nous avons une prochaine étape pour la santé publique avec 145 millions de dollars. D'une manière générale, je pense que tout ce que le ministre fait, comme il le fait ce soir, en direction de la communauté internationale, va dans le bon sens. C'est dans le sens d'une Guinée qui est ouverte au monde et qui construit des partenariats avec plusieurs axes, avec plusieurs types de pays, dont la France, et je me réjouis que la France fasse partie des pays amis de la Guinée. Troisième rendez-vous du genre, cette rupture collective de gens est aussi un moment de prière pour le raffermissement des relations entre tous les États pour la paix dans le monde. Par ailleurs, la gestion rationnelle des ressources halieutiques est au centre des préoccupations à tous les niveaux en Guinée. L'État guinéen et ses partenaires se penchent sur la question. La FAO et les ministères concernés sont en conclave pour produire un journal de pêche fiable. Ce journal permettra de faciliter les activités de pêche en Guinée. Aboubakar Diaby, reportage. Pour harmoniser les activités maritimes en Guinée, l'élaboration d'un journal de pêche fiable reste plus que nécessaire. C'est un indicateur très important pour le ministère de la Pêche et de l'économie maritime et ses partenaires comme la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Tel que décrit, n'est-ce pas, par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Sans le journal des pêches, en réalité, il n'est pas facile d'évaluer les ponctions que nous faisons sur les ressources. Et si nous ne savons pas évaluer les ponctions faites sur les ressources, il est difficile aussi de gérer la ressource de façon durable. C'est une rencontre de partage d'idées qui cadre avec la mise en œuvre de l'accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port et des instruments et mécanismes régionaux pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Si les ressources sont bien protégées, ça veut dire que l'effort de pêche va augmenter et le marché sera bien approvisionné, mais si chacun peut aller pêcher de n'importe quoi et de n'importe quelle manière, je crois que ça ne va pas profiter à la population. En fait, c'était une pêche qui n'était pas très bien organisée et on avait des difficultés pour faire une statistique de capture. On ne savait pas quelle espèce, quelle quantité capturer au niveau pendant la saison, quoi. Le journal de pêche va contribuer à améliorer la gestion des ressources halieutiques du pays au bénéfice des populations. Il facilite non seulement les activités de pêche en mer, mais surtout permet d'évaluer la prise accessoire et la prise accidentelle.
On a réuni les acteurs du ministère des Pêches, mais également les représentants des armateurs pour faire le point sur la mise en place récente de ce journal de pêche qui date de 2022, voir quels sont les éléments qui sont à conserver, quels sont les éléments essentiels, quels sont les éléments qui manquent encore dans ce journal de pêche, et plus largement, au-delà du format du journal de pêche lui-même, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les acteurs justement pour améliorer la qualité des données qui sont collectées pour une meilleure gestion des pêches. Au terme de ce conclave, ces participants devraient être en mesure de fournir des recommandations susceptibles de faciliter l'élaboration d'un journal de pêche en Guinée. À Bouquet, les membres des organisations de la société civile guinéenne et les représentants des professionnels de santé étaient en conclave. Il s'agissait de mettre en place une stratégie commune permettant d'accompagner les professionnels du domaine dans la qualification des services proposés aux patients. C'est un reportage de Younous Atawel Kamara. Autour de la table, les membres du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne et les professionnels de santé de la capitale Conakry. Ces entités sociales échangent sur la nécessité de travailler en synergie pour contribuer à l'amélioration de la qualité de prestation des services en vue d'une prise en charge effective des patients dans les structures sanitaires. À travers notre groupe thématique santé, nous avons fait appel à ces professionnels de santé pour qu'ensemble qu'on puisse faire un diagnostic pour voir comment nous pouvons contribuer à la qualification de notre système de santé. Dans les échanges, on a compris aujourd'hui qu'il y a des ordres socio-professionnels qui sont obsolètes, mais il y a d'autres qui ne sont pas créés. Nous allons les accompagner pour qu'ils soient mieux organisés, mieux structurés, afin qu'on puisse ensemble réfléchir à comment nous pouvons contribuer à aider le ministère de la Santé dans la qualification du système de santé. C'est essentiel que les professionnels que nous sommes soient organisés au sein des structures qui sont reconnues par l'État. C'est pourquoi nous sommes dans un processus avec le ministère de la Santé qui est le tutelle pour qu'on puisse essayer de définir les éléments essentiels à cet état pour qu'on puisse avancer. Ces professionnels de santé sont issus du Conseil national de l'Ordre des médecins, de l'Ordre des pharmaciens de Guinée, des infirmiers et des sages-femmes de la capitale. Après avoir fait le diagnostic, ils ont mis l'occasion à profit pour apprécier cette initiative du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne qui pourrait sans nul doute les galvaniser davantage dans la qualification de la prestation des services pour sauver des vies. C'était pour rappeler d'abord que les ordres socio-professionnels sont des entités qui sont indépendantes et qui luttent pour aider la communauté, le ministère de la Santé à avoir des soins de qualité parce qu'à l'heure actuelle, on est dans un contexte où on a besoin vraiment d'être fort pour une meilleure qualité des prestations de santé. Les prochains jours, les membres de la société civile comptent visiter certaines structures sanitaires de la capitale avant de rencontrer le Conseil national de la transition pour faire des propositions concrètes allant dans le cadre de la qualification du système de santé au bénéfice des citoyens. Dans l'actualité encore, préservation de la santé publique. La préfecture de Lola a récemment été le théâtre d'une opération significative à travers l'incinération de 25 tonnes de produits impropres à la consommation. Cette démarche des autorités locales démontre leur engagement à œuvrer en faveur du bien-être des communautés. Mohamed Saleh Oupaye, lancé Kamisoko. La saisie de ces produits effectués sur divers marchés de la préfecture de Lola aboutit à l'élimination de 25 tonnes de produits comprenant à la fois des denrées alimentaires et des produits sanitaires. L'opération d'incinération s'est déroulée en présence des autorités locales et judiciaires et des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas dans les normes, c'est pourquoi le service a mis main sur ces produits et ça peut intoxiquer la population. Et nous voulons la santé. C'est une lutte, ça incombe tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, si vous voyez tous ces produits-là, ces produits impropres à la consommation sont insérés ici. Bon, grâce à la sensibilisation de la Chambre de commerce et la direction du commerce, certains opérateurs arrivent aujourd'hui à comprendre s'il y a des produits périmés, ils arrivent même à déclarer. Cette incinération s'inscrit dans une démarche plus large du gouvernement de la transition
sous la direction du président général Mamadi Doumbouya visant à garantir la sécurité alimentaire, la prévention sanitaire et la protection des populations. La protection des consommateurs est l'une des priorités du gouvernement. Dans ce cadre, nous ne pouvons que remercier l'autorité à tous les niveaux. Notre souci aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas cette quantité saisie, mais c'est pour que tout consommateur de produits, dès qu'il voit une boîte, ce qui vient en tête d'abord, c'est de voir est-ce que je dois consommer ou non. Le présent stock est l'accumulation de petits lots de produits périmés retirés du circuit commercial et appartenant à divers opérateurs économiques du marché de Lola et environnant. L'opération menée à Lola réaffirme la volonté des autorités de combattre sans relâche les pratiques commerciales mettant en péril la santé des citoyens. Ce mardi, l'État guinéen Rio Tinto Simfer, Wining Consortium Simandou et l'entreprise chinoise Baowu ont procédé à la signature d'une trentaine de documents de financement du projet Simandou. L'ensemble des acteurs concernés par le processus étaient présents dans la salle de réunion du Petit Palais pour prendre part à la cérémonie. C'est notre grand format de ce soir et il est signé par l'adjudant-chef Aboubacar Kamano, correspondant de la presse militaire. C'est fait. La fumée blanche est sortie du Petit Palais ce mardi 2 avril 2024. Le projet Simandou, grâce au leadership affiché et à la ferme volonté du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, a atteint un point de non-retour. La réalisation du projet Simandou, vieux rêve de plusieurs décennies, sort désormais de la théorie et devient plus que jamais pragmatique avec la signature d'une trentaine de documents bouclant la boucle des engagements pris de part et d'autre. Sur le terrain, l'État guinéen et ses partenaires, à savoir Rio Tinto Simfer, Wining Consortium Simandou et le géant chinois de l'acier Baowu, mutualisent les efforts pour plus de résultats tangibles. Après plus de 2 ans de négociations entre les parties prenantes au processus d'exécution de ce méga-projet portant sur le plus grand gisement de fer non encore exploité au monde, des avancées majeures et significatives sont enregistrées. En plus des jalons posés dans le cadre de la mise en valeur effective de ce gigantesque et ambitieux projet, la Guinée et ses partenaires viennent de franchir une autre étape très importante de leurs négociations. Pour être plus précis, il s'agit de la signature des derniers documents de financement du projet Simandou, autrement appelé le closing financier. Nous sommes parvenus aujourd'hui à signer définitivement le bouclage financier de ce projet pour rendre le projet irréversible. On ne peut qu'être fier d'être guinéen, aussi reconnaissant du travail qu'a accompli et qui continue à accomplir notre président, qui est le chef de ce projet, et qui le suit le jour au jour. Le projet Simandou est un projet qui va changer complètement la structure de l'économie guinéenne. Ce sera un projet structurant, un projet qui va révolutionner la Guinée et faire de la Guinée un pays émergent. Et avec le leadership du président Mamadi Doumbouya, ceci est possible. Aujourd'hui, on se retrouve au niveau de la phase de closing. Autrement dit, c'est la conclusion transactionnelle et irréversible. Et donc, qui donne une vie plus active au projet. Nous sommes à un point de non-retour et au bénéfice du peuple de Guinée. Simandou est un espoir. L'implémentation de ce projet historique d'envergure tient en compte tous les paramètres d'ordre standard. Outre ses atouts en termes d'opportunités d'emploi directs et indirects déjà créés, plusieurs exigences s'attachent à l'exploitation de Simandou. Entre autres, l'employabilité des jeunes guinéennes et guinéens, la garantie juridique des accords cadres signés par la partie guinéenne et les partenaires industriels, le strict respect du contenu local et des normes environnementales, toutes préoccupations qui tiennent à cœur le président de la République. Nous avons un plan de référence intérimaire, mais le plan Simandou, ça va au-delà de ce plan. C'est de réfléchir aujourd'hui avec notre population parce qu'il y a une démographie. Quand vous prenez Zérékoré aujourd'hui, vous prenez Kankan, vous prenez Conakry, après 5 ans, nous ne serons pas la même chose. Donc nous allons vraiment réfléchir comment la planification, la démographie, la cartographie de la Guinée
doit être incorporé vis-à-vis de Simandou. En ma qualité de ministre de l'Environnement et du Développement durable, je souhaiterais souligner que, tenant compte de la diversité unique de la faune et de la flore de notre pays, toutes les mesures ont été prises dans les accords pour le respect strict des normes environnementales, sociales et de gouvernance. La détermination du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, à réussir le pari de ce projet pour le bonheur de la Guinée et des Guinéens est sans faille. Dans la même dynamique, le président du comité stratégique de suivi du projet Simandou, également ministre directeur du cabinet de la présidence Guiba Diakité, les membres du comité stratégique, en synergie avec d'autres techniciens, travaillent d'arrache-pied pour rimer avec les ambitions du chef de l'État, chef suprême des armées. Aujourd'hui, c'est un jour historique puisque c'est la clôture des documents, le closing financier du projet Simandou. Après 2 années de négociations, je suis réellement ému d'arriver à ce moment. C'est des nuits blanches, des nuits interrompues de travail, d'abnégation pour aboutir à ce résultat au profit du peuple de Guinée. Grâce au travail de chacun, du comité stratégique, mais aussi du comité technique, mais également avec les conseils, les différents conseils que l'État a eus. Nous avons depuis 2 ans travaillé jour et nuit, semaine après semaine, pour parvenir aujourd'hui au dernier texte qui veut que le projet Simandou soit complètement dérisqué. Et tous les accords liés au financement sont aujourd'hui clos. Donc ce qui était hier un rêve est devenu une réalité. Simandou existe désormais. Ça va se dérouler dans l'intérêt de la Guinée pour plusieurs générations encore. Simandou, ce n'est plus un rêve, mais c'est clairement devenu une réalité. Ça, c'est clairement grâce à la vision, la détermination, la clairvoyance, le leadership du chef de l'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. La grande capacité du chef de l'État à mettre les partenaires ensemble, même avec des intérêts divergents, pour réaliser le projet Simandou dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, mais surtout dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée. 2 ans après la signature de l'accord cadre, je me souviens bien, le 25 mars 2022, nous voici aujourd'hui à signer les derniers documents de financement inconditionnel du projet Simandou. Je pense que c'est le témoignage de l'engagement de tous les partenaires ici présents. C'est également le témoignage de l'engagement des membres du comité stratégique pour la mise en œuvre de la vision du chef de l'État. Mais c'est aussi, surtout, l'engagement et l'abnégation des conseils qui nous accompagnent, la partie guinéenne, mais également les conseils des partenaires industriels. Ça montre quand même au monde entier qu'il n'y a aucun doute que le projet sera délivré conformément aux engagements en termes de timeline, surtout du respect du fin décembre 2025. Au regard des résultats probants obtenus depuis le début des négociations et les démarches légalement menées par l'État guinéen tout au long de ce processus, les partenaires industriels sont confiants et rassurés quant à l'aboutissement de ce projet à grand retentissement médiatique également. Tout comme bon nombre de Guinéens, les représentants de Rio Tinto Simfer, de Winning Consortium Simandou, ainsi que ceux du géant mondial de l'acier Baou, louent les efforts du président de la République de Guinée, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées. Ce projet est une opportunité extraordinaire pour la Guinée.
Nous travaillons à créer des emplois pour les Guinéens. En ce moment, nous avons créé 6500 emplois pour les Guinéens. Et une fois que le projet sera achevé, il va créer un corridor de prospérité pour la Guinée et les Guinéens. There are more than 30,000. On a déjà fini 90% de la construction des fondations des piles et des ponts de la voie ferrée. 60% de l'excavation des tunnels ont été achevés. Et avant la fin de mai, nous allons achever l'excavation des 2 courts tunnels. Et avant la fin de décembre, l'excavation des 2 tunnels longs sera aussi achevée. Avec le financement de nos partenaires industriels, nous sommes engagés à finir la construction du projet conformément au calendrier que nous nous sommes engagés au peuple guinéen, ce qui est de finir la construction et de mettre en exploitation le projet avant la fin de décembre 2025. Which is December 2025 to deliver the project. We appreciate the government of Guinea. Je tiens à remercier le gouvernement guinéen. Dans les prochains jours, nous allons entamer le paiement après avoir reçu des documents d'approbation du gouvernement guinéen. Nous respecterons et remplirons fermement le contenu de l'accord et la période de construction. Et nous mettrons tout en œuvre avec tous les parties industrielles pour atteindre l'objectif de mise en production en 2025. Au nom de Baou, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya, pour son soutien et son leadership fort de 2 ans passés pour le co-développement du projet Simandou. In the past 2 years in Simandou co-development. Déjà sur les sites, d'impressionnantes infrastructures sortent des terres. À titre illustratif, la construction du pont K10 de Kolata et le démarrage des travaux de la voie ferroviaire longue de plus de 600 km devant relier les 4 régions naturelles du pays. Ainsi, le 12 mars dernier, le chef de l'État a présidé la cérémonie de pose de la première poutre de ce chemin de fer dans la localité de Kamalaya, sous-préfecture de Moussaya, préfecture de Forikaria. Il est évident que le temps est favorable à l'émergence d'un écosystème entrepreneurial local qui pourra capitaliser sur les opportunités d'affaires éventuelles que va favoriser le corridor du transguinéen. Dans un autre registre, promotion de l'égalité des chances, plusieurs personnes porteuses de handicap bénéficient d'une formation en leadership à Conakry. L'initiative est portée par l'ONG Hoche Guinée et financée par Plan International Guinée. L'objectif est de favoriser l'insertion de la participation politique des personnes à mobilité réduite. Marouane Kamara, Mamadou Djoumaba. Ces personnes porteuses de handicap se heurtent à des obstacles qui les empêchent de participer à la vie de la société. Pour attirer l'attention des décideurs sur cette problématique, une rencontre d'échange autour du leadership des personnes à mobilité réduite est organisée. L'initiative est portée par l'Organisation des secours aux handicapés de Guinée et son partenaire Plan International Guinée. Nous avons constaté aujourd'hui que les personnes vivant avec handicap ne se retrouvent pas au niveau hiérarchique qui leur permet de défendre leurs pairs. Et que nous avons compris aussi que dans l'élaboration des politiques et programmes de développement, les questions de handicap ne sont pas prises en compte également. Donc pour remédier à ces manquements, nous avons jugé nécessaire de sensibiliser, d'informer les personnes vivant handicap afin qu'elles puissent contribuer et participer à ces activités de prise en compte de leurs besoins. Placé sous le signe leadership inclusif, l'entrepreneuriat et la participation politique, cette journée est une occasion pour ces promoteurs de droits de sensibiliser et de faire des plaidoyers pour le respect des droits des personnes souffrant d'handicap. Ces femmes en situation de handicap ne doivent pas vraiment penser que leur vie se limite qu'au foyer. Elles ont besoin de sortir, elles ont besoin de montrer qu'elles ont de la capacité, elles ont besoin de montrer également qu'elles ont de la qualité à gérer ce pays et à faire part de leur attention sur les questions politiques en République de Guinée. J'ai compris qu'on a droit aussi de s'impliquer
Maintenant, je veux prendre le courage pour être devant. À travers cette journée, des matériels de mobilité ont été remis aux personnes nécessiteuses. Dans l'actualité toujours, le ministre de la Jeunesse et des Sports reçoit la nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de football. Les parties se sont entretenues sur les sujets liés au développement de cette discipline sportive en Guinée. Gibril Kamara, reportage. La nouvelle équipe de la Fédération guinéenne de football dans les locaux du ministère de la Jeunesse et des Sports. Pendant plusieurs heures, les deux entités sont entretenues sur plusieurs volets sportifs, notamment la médiatisation du championnat guinéen, le traitement rapide des dossiers des équipes nationales et la mise en place des gazons synthétiques. Nous sommes venus aujourd'hui présenter la nouvelle équipe au premier responsable du sport en Guinée. Donc c'était important pour les membres de la Fédération guinéenne de présenter aussi les objectifs à venir, faire un peu le bilan. Donc c'était important de venir lui présenter les hommages et également parler des difficultés que la fédération rencontre et ensemble pour que nous puissions nous donner la main pour une franche collaboration à l'avenir. Très ému de la démarche du bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football, le ministre de la Jeunesse et des Sports a rassuré quant à l'accompagnement de son département aux différentes disciplines sportives en Guinée. D'abord, nous les avons félicités pour l'unité retrouvée dans la famille du football et qui montre un visage unifié. Nous les avons aussi félicités par rapport au travail de repositionnement international de notre pays à travers le football qui aujourd'hui est dans une ligne de vouloir qualifier pour la première fois notre équipe pour la Coupe du Monde, mais aussi de nous envoyer à Paris avec le football. Et donc nous avons donc promis de travailler avec eux pour que ces campagnes-là, sur le plan administratif, nous puissions aussi nous préparer comme ils sont en train de se préparer sur le plan physique et technique. Sur des inquiétudes posées par la Fédération guinéenne de football sur les primes aux équipes nationales, Kiamou Bougoula Haba a rassuré de la volonté du gouvernement pour la promotion du sport en Guinée. Dans le volet culture de cette édition, nous partons à la rencontre d'un jeune sculpteur. Il s'appelle Sidikiba Sidime. Il est issu de la grande famille Sidime qui exerce ce métier depuis plusieurs décennies. Celui qui est mis en lumière ce soir, il se roule le drapeau guinéen à l'international depuis des années à travers sa participation à plusieurs compétitions qui mettent en valeur son art. Malgré son talent et ses performances, il rencontre des difficultés dans l'obtention d'un espace idéal pour exposer ses œuvres. Martin Francina Douno est allé à sa rencontre à regarder. Tailler des matières, les transformer en des œuvres d'art vivantes, c'est bien de la sculpture. Malgré les difficultés, les sculpteurs parviennent encore à résister à l'époque moderne des arts plastiques. Dans cette dynamique de résistance, la sculpture guinéenne n'est pas en marge. Depuis des décennies, ce métier est pratiqué par la famille Sidime. Avec un atelier situé à Kaloum, en plein cœur de Conakry, la capitale, ses descendants de sculpteurs font parler d'eux. Parmi eux, le jeune Sidikiba Sidime. La sculpture est un métier qui est inné à moi depuis l'enfance. J'exerce ce métier et après le bac, j'ai été à l'université de Dubreka pour perfectionner ce que j'ai fait. À travers ça, j'ai eu beaucoup de distinctions internationales et nationales. Aujourd'hui, j'œuvre dans la modernisation de la sculpture en Guinée sur le plan international. Très tôt, Sidikiba Sidime, la trentaine illumine la sphère des sculpteurs au plan national, continental et international. Il participe à plusieurs concours auxquels il remporte des prix. Aujourd'hui, je suis un artiste international. J'ai voyagé un peu partout, Maroc, Kazakhstan, Dakar, Russie, un peu partout dans le monde pour valoriser la sculpture guinéenne. Aujourd'hui, Sidikiba Sidime excelle dans ses métiers grâce à son savoir, son savoir-faire et son savoir-être. Auprès de ses oncles paternels, de ses maîtres et de ses frères, il acquiert des connaissances, mais son humilité et son envie d'apprendre lui valent le mérite d'être parmi les meilleurs jeunes sculpteurs guinéens, admiré par tous. C'est l'une des fiertés de la Guinée à l'heure actuelle parce qu'il a
représenté la Guinée 2 fois à l'Union soviétique. Ce que moi je demande à l'État guinéen, il y a certains travaux qu'on est en train d'entreprendre que mon fils Sirikiba peut le faire. Les sculptures monumentales, que ce soit nos ancêtres, Al-Mami Istanbul, les Sungata Keita, les Dina Salif, les Alfaya Diallo, il peut le faire. Pour cette année 2024, Sidikiba Sinimé vient de rentrer de la Russie où il a participé au grand forum des jeunes à travers le monde. Tous les jours du ministère de la Culture, je reviens du Festival international de la jeunesse qui a connu la participation de 25 000 jeunes dans le monde. Et j'ai eu l'honneur d'être invité par l'école Innopractica et l'Institut des Arts de Saint-Pétersbourg pour représenter non seulement leur école et aussi la Guinée. Des prouesses et de l'engagement de ces sculpteurs guinéens sont reconnus. Malheureusement, les pratiquants de ces métiers d'art n'ont pas d'espace aménagé où ils peuvent exposer leurs chefs-d'œuvre. Des créativités qui peinent encore à s'écouler car les touristes et les clients ont du mal à les retrouver à un endroit idéal. Actuellement, ils sont essentiellement installés en bordure de route comme à Taouya à Ratoma, à Kamayen sur la corniche nord de Conakry et à Kaloum. Un pari qu'ils veulent gagner avec la volonté du gouvernement pour l'obtention d'un site assaini ou d'un patrimoine immobilier public. Conflit domanial à Kindia, un citoyen de Koliagbe voit ses biens partir en fumée. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kindia a lancé un mandat d'arrêt contre les responsables de l'incendie. Yaya Silla, Fanalabaya Kamara. Dans le district de Koliagbe, sous-préfecture de Frigiagbe, des scènes de désolation viennent de se produire. Il s'agit des dégâts causés par des individus à un citoyen de la localité. Khalil Diallo, la victime, a vu sa maison incendiée, ses véhicules brûlés, sa plantation calcinée par des individus. C'était juste au mois d'avril dernier, j'étais là à la maison, couché le matin. Je voyais un groupe de personnes qui venaient, ils ont venu me dépasser, ils sont allés dans mon bas-fond. Bon, ils ont commencé à défausser, à arracher mes plantes de papaye solo. Ils ont mis feu sur mes ananas. Bon, 12 000 pieds d'ananas, 1 hectare de papaye solo qu'ils ont détruit. Si je venais expliquer ça au procureur me dit il faut chercher, un ici qui va pour qu'il parle pour faire le constat. Ils ont été interpellés. Parmi eux, un est décédé à l'hôpital. C'est pour ça que les gens se révoltaient. Ils disent du fait qu'ils ont envoyé leurs parents à la prison, c'est pour cela qu'il est décédé. Je suis le responsable. Bon, ils sont venus maintenant rentrer chez moi et casser mes véhicules. Ils voulaient me tuer, mais heureusement ils ne m'ont pas vu. Il y a quelqu'un qui m'a déjà signalé qu'il y a une foule qui doit venir chez moi pour m'assassiner, de quitter. Depuis plusieurs années maintenant, ce conflit domanial oppose deux familles ici à Koliagbe. Un domaine de 84 hectares au centre du litige est régulièrement tranché par la justice. Dans le feu de l'action, j'étais en tandem avec la gendarmerie qui m'avait fait comprendre qu'il n'était pas possible d'interpeller en ce moment parce que l'objectif principal c'était d'abord de rétablir l'ordre public. Et des gendarmes même avaient été blessés par des projectiles. Mais les principaux meneurs sont connus. Nous avons la liste de tous ceux qui ont mobilisé les gens. Et ils seront tous interpellés dans les jours à venir. Sur place, interrogé par nos confrères journalistes, le président du district décline toute sa responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de cela. On était absents et quand on a été informé, on a informé les autorités. Les conflits domaniaux sont récurrents dans les zones rurales à Kindia. Les autorités devraient davantage s'impliquer dans leur résolution, ce qui passe nécessairement par l'application et le respect de la loi.
La région forestière, déjà éprouvée par des catastrophes naturelles, fait face à de nouveaux cas après la pluie torrentielle et le vent violent qui s'est abattu dans le district de Dandano, sous-préfecture de Kouankan. 300 ménages ont fortement été touchés. Conséquence, plusieurs familles se retrouvent sans habitation. L'intervention des services compétents et des bonnes volontés est sollicitée. Lancé Kamisoko, Mohamed Salihoupaï, Mohamed Lamine Diallo. Les habitants du village de Dandano sous le choc. Des bâtiments décoiffés, des greniers emportés. Voici ce qui reste après le passage des pluies torrentielles et des vents violents dans ce village la semaine dernière. Le dégât qui est fait, c'est énorme. Donc nous demandons à l'autorité de nous venir en aide et à toutes les personnes de bonne volonté. Regardez comment c'est détruit. Donc on ne peut pas, si ce n'est pas les personnes de bonne volonté. Le bilan est lourd. 300 maisons sont détruites et 3 personnes sont grièvement blessées selon les témoins de ce drame. Mon mari il est mort, mais où là je serai maintenant, je ne même pas connaître les gars, où je vais dormir. Je dors devant. Il faut nous aider, le gouvernement, il faut m'aider. Vent qui est venu saccager nos bâtiments depuis le lundi passé. Nous sommes là, je suis là avec ma famille, je ne sais pas où dormir. Tous mes 4 bâtiments sont cassés. Voici, c'est ici que je dors pour le moment avec ma famille. Le vent est venu de façon très violente. La première couche a passé. L'enseignant qui est logé ici est revenu sur lui pour protéger ses bagages. Entre-temps, une deuxième couche est revenue. C'est de là que l'enseignant même s'est permis de dire que je vais prendre la charpente pour croire qu'il peut supporter la charpente. Mais le vent n'a pas pu le laisser tolérer. Le vent les a emportés de l'autre côté. Le bâtiment ici abrite 2 enseignants, 2 familles. Tous nous avons été menacés par ce vent. Ce district de la sous-préfecture de Kouankan n'est pas à sa première catastrophe. Dans la préfecture de Massanta, c'est le 3e cas similaire produit après celui de la sous-préfecture de Vasseredou le mois dernier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. La joie fut immense de vous servir cette semaine. On se dit à très vite sur la RTG si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien. Prenez soin de vous. Au revoir.